bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va parler des PSR, même si a priori c'est un petit peu moins sexy que CQRS et Event Sourcing qu'il y a dans l'autre salle. On va essayer de voir exactement ce que sont les PSR, ce qu'elles peuvent nous apporter et comment elles sont faites. Donc je m'appelle Julien Janvier, je suis dev chez Akeneo. On est basé à Nantes effectivement et on fait un logiciel open source de gestion de catalogue produits qui est écrit en PHP et en Symfony. Et il y a quelques années, j'ai un peu arrêté maintenant, j'ai contribué pas mal à Silus, qui est une solution e-commerce, aussi faite en PHP et Symfony. Pour commencer, que veut dire l'acronyme PSR ? Ça veut dire recommandation standard PHP. Recommandation parce que c'est pas du tout une obligation. En tant que dev, vous faites le choix ou non de suivre ces recommandations et vous pouvez avoir de très bonnes raisons de ne pas les suivre. Standard parce que ça se veut impartial, ouvert, de qualité, et ça se veut aussi être un consensus parmi tous ceux qui ont pu voter pour ce standard-là. PHP, je ne vais pas vous expliquer. Faut pas confondre les PSR avec les Request for Comments, les RFC. Les Request for Comments visent à faire changer et évoluer le langage. Les PSR vont plutôt essayer de standardiser son utilisation. On va d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'une PSR, et puis pour ça, on va prendre les 4 PSR qui concernent le code style. Ce sont celles qui sont clairement le moins intéressantes, et du coup, je ne vais pas vraiment mentionner leur contenu, je ne vais pas détailler leur contenu, pardon, je vais juste les mentionner. Une PSR, c'est d'abord un document avec un numéro, ici on a la PSR 1, un titre, Basic Coding Standard, et un statut. Celle-ci est acceptée, donc du coup, j'ai mis en vert. C'est un document qui contient des règles à suivre. En haut, on voit les mots must, not, shall, should not, etc. Et ces mots, ils ont un sens très fort. En fait, ils viennent d'une RFC qui a été créée par l'IETF, qui est l'Internet Engineering Task Force. Le but de l'IETF, c'est très humblement et très simplement de rendre le web meilleur. Et pour ça, ils publient plein de standards. Et donc là, par exemple, les mots must, require et shall, ça veut dire la même chose. C'est une exigence absolue. Et donc, si on veut respecter cette PSR-là, il faut faire ce qui nous est dit. Donc, au passage, dans cette PSR, la PSR 1, on retrouve le minimum du minimum qu'on peut trouver en commun sur nos différents projets, sur le code style. Et si jamais certains d'entre vous étaient à la conf PHP The Wrong Way hier, apparemment, ils ont utilisé script language égale PHP. Et bien ça, la PSR 1, justement, elle l'interdit. On n'a plus le droit de le faire. PSR, c'est pas juste des règles, c'est aussi des exemples de code qui peuvent servir à nous faire comprendre plus facilement à quoi sert la recommandation et ce qu'est la recommandation. Là, vous avez l'exemple de la PSR 2 sur le coding style. Donc si jamais il y en a qui sont fans de tabulation, cette PSR est votre ennemi, puisque c'est là où on dit on doit utiliser 4 espaces plutôt que des tabulations. Et peut-être presque le plus important finalement, c'est qu'une PSR, c'est aussi un métadocument. Donc c'est un document qui est associé à la PSR et qui contient plein d'infos qui sont souvent plus intéressantes ou au moins aussi intéressantes que la PSR en elle-même. On trouve pêle-mêle dedans, notamment pourquoi est-ce que cette PSR a été faite, quel est son but, quel n'est pas son but, par quelles étapes sont passés les auteurs, quelles réflexions ils ont eues, pourquoi est-ce qu'ils ont fait tel ou tel choix, et qui étaient les personnes en charge de la PSR. Là, vous avez l'exemple de la PSR 12 sur l'Extended Coding Style. C'est grosso modo une mise à jour de PSR 2 en prenant en compte les implications de PHP 7. Et elle est au statut orange parce que elle est en orange parce qu'elle est au statut de brouillon, c'est-à-dire qu'elle est toujours en cours d'élaboration et de discussion. Et les PSR sont des documents en libre accès. Ils sont écrits de manière collaborative et tous faits par une liste de diffusion à laquelle vous pouvez souscrire gratuitement. Ici, vous avez l'exemple de la PSR 5 qui vise à standardiser la PHP-doc. Donc justement, elles sont écrites de manière collaborative, mais par qui ? C'est un groupe qui s'appelle le FIG, le Framework Interoperability Group. Vous pouvez retrouver toutes les PSR sur leur site ou sur le GitHub. Donc leur site, c'est php-fig.org. Moi, je ne fais pas du tout partie du FIG. Et mon point de vue sur les PSR, ce que ça peut nous apporter au quotidien, c'est le point de vue d'un dev lambda et totalement externe au groupe. Tout ce que je fais, c'est que je m'y intéresse et que de temps en temps, je regarde la liste de diffusion pour savoir ce qui se passe. Contrairement à son nom, dans ce groupe, on ne retrouve pas que des frameworks.
Donc il y en a avec par exemple Symfony, Zend et Slim, mais on a aussi des applications comme PrestaShop, Magento, Drupal, et puis quelques librairies d'outillage comme Composer. Donc là, je vous ai pas mis tous les membres du FIG, c'est juste un petit échantillon. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trouver une solution à tous les problèmes qu'ils ont en commun. Et ils s'intéressent à des problèmes qui sont très connus de l'informatique et qui sont très communs et qu'on retrouve aussi dans nos projets à nous. Et leur but, c'est de faire avancer l'écosystème PHP en tendant vers l'interopérabilité. Comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux? En fait, ils suivent des règlements administratifs qui sont appelés des bylaws. Il y en a 6. Et puis, ça régit notamment quel est le protocole de vote pour les PSR et puis comment est-ce qu'un nouveau membre peut adhérer au FIG. Le FIG est né en 2009 lors d'une conférence qui s'appelle PHP Tech. À l'époque, ils n'étaient pas autant, c'était 5-6 devs qui se sont rencontrés de différents projets et ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de problèmes en commun et qu'ils pouvaient sûrement mutualiser plein de choses. Donc on sait ce que c'est qu'une PSR, on sait qui les écrit, et maintenant on va voir comment le FIG s'organise pour les écrire. Donc dans le FIG, il y a des projets membres. Un projet membre, ça doit être un vrai projet qui tourne en prod, ça peut pas être un petit truc qu'on aurait fait le week-end pour s'amuser, ça marche pas comme ça. Et chaque projet a un représentant qui est une personne physique et qui a le droit de vote sur les PSR. Et le FIG est aussi composé d'un core committee qui contient 12 membres, c'est un peu un équivalent d'un conseil des sages, qui veille à ce que les standards produits soient bénéfiques à l'ensemble de la communauté. Qu'on soit un gros projet ou un petit, on a tous la même voix. Et pour entrer au FIG, il faut que le projet dépose une candidature, qu'il ait trouvé un parrain, et puis ensuite il y a un vote qui se fait. Et l'inscription au FIG est gratuite. Lors de l'écriture d'une PSR, il y a un groupe de travail qui se construit, avec un éditeur, c'est la personne qui est responsable du bon déroulement de l'écriture de la PSR. Il coordonne toutes les actions des différents contributeurs. Et puis il y a un sponsor, c'est un membre du core committee. Son rôle est juste entre guillemets, d'organiser les votes, les différents votes qui peuvent avoir lieu sur la PSR. Et puis on a des contributeurs. Des contributeurs, c'est toute personne qui soit fait des pull requests, soit fait des reviews, soit participe de manière vraiment active à la discussion sur la PSR. Une PSR, elle rencontre plusieurs étapes dans sa vie. Tout commence par un pré-brouillon. Le but, c'est de savoir si une majorité des membres du FIG est intéressée ou non par cette PSR. Donc quand quelqu'un a une idée, elle en parle sur la mailing list. Et à ce moment-là, le groupe de travail est constitué. Et leur but, ça va être de décrire le problème qu'ils veulent résoudre et d'expliquer l'approche générale qu'ils veulent suivre pour résoudre ce problème. Au terme de cette étape-là, le sponsor organise un vote. Si la majorité des membres du FIG sont intéressés par cette PSR, alors ça devient une vraie PSR. Elle passe au statut de brouillon et c'est là qu'elle reçoit son numéro. Et elle reste à l'état de brouillon jusqu'à ce qu'elle soit considérée comme prête à review. Le but de la review, c'est pas forcément que tout le monde dise s'il est d'accord ou pas avec ce qui a été donné, mais c'est plutôt que chaque membre du FIG détermine si le métadocument est bien complet et objectif et s'il décrit bien le problème qu'on essaie de résoudre. Si c'est pas le cas, elle retourne en draft. Et si c'est bon, il y a un vote qui est fait. Et du coup, là, on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec cette PSR ou pas? Si c'est le cas, elle est acceptée, elle devient une PSR officielle. Et si jamais, au fil de sa vie, elle est plus considérée comme recommandée, alors elle devient dépréciée. On a vu ce que c'était, comment c'était fait et par qui c'était fait. Maintenant, on va voir l'ensemble des PSR qui existent et vraiment ce qu'elles peuvent nous apporter. Et je ne vais pas reparler des 4 qu'on a vus au début sur les codes style. Et je ne vais pas non plus vous présenter toutes les PSR dans l'ordre, je les ai plutôt regroupées par thématique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le FIG est né en 2009 lors de PHP Tech. Et en fait, c'est juste quelques devs qui ont parlé ensemble de problèmes de namespace et d'autoloading. Donc l'autoloading, c'est simplement le fait de retrouver que telle classe se trouve sur le système de fichiers et puis de pouvoir la charger dans notre script. Donc la toute première PSR qui a été écrite, c'est la PSR 0 qui concerne l'autoloading standard. Elle a été acceptée en 2010, puis dépréciée en 2014, c'est pour ça qu'elle est en gris.
Et c'est relativement simple ce qu'il y a dedans au final. On dit qu'un namespace doit contenir le nom du vendeur, le nom du package, et puis que le nom du fichier doit correspondre au nom de la classe plus le .php. Donc étant donné un namespace nelmio alice qu'on map sur le dossier src, vous allez retrouver votre classe nelmio alice loader yaml dans le fichier src nelmio alice loader yaml.php. Donc ça c'est simple, on connaît tous. Et à l'époque, en 2009, il y avait plein de gens qui n'utilisaient pas encore les namespace. Du coup, le PSR0 supporte une vieille convention pire qui dit que quand on a une classe avec un underscore, ça correspond grosso modo à un sous-dossier. Donc votre classe nelmio underscore loader underscore yaml, vous la retrouvez au même endroit, dans le même fichier. Les namespace et puis PSR0 ont été massivement adoptés par la communauté PHP. Et un des problèmes que posait PSR0, c'est qu'on se retrouvait avec des noms de dossiers qui contenaient qu'un seul sous-dossier, du genre dans le dossier vendor et dans le dossier package, on n'avait que ça et rien d'autre. Du coup, ils ont fait PSR4 pour pallier à ce problème, où là, on n'oblige plus à avoir vendor package dans le nom du dossier. Et puis, ça supprime le support des underscores comme séparateur, vu que maintenant, tout le monde utilisait namespace. Donc, votre classe nelmio alice loader yaml, vous pouvez la mettre dans src loader yaml.php. Et ce qui est bien avec ces deux PSR, c'est qu'ils peuvent être utilisés conjointement sur vos projets. Qu'est-ce qui a poussé le FIG à écrire les premiers standards en 2009 ? 2009, ça correspond à peu près à l'antiquité du PHP. PHP 5.3 vient de sortir, on vient de découvrir les namespace, et puis quelques années plus tôt, on était tout juste sorti de la préhistoire, grâce au langage objet, donc grosse avancée pour le PHP, c'était cool. Mais à l'époque, il y avait presque autant de frameworks PHP qu'il y en a aujourd'hui en JS, et chacun faisait à sa sauce avec ses propres règles et ses propres conventions. Et du coup, c'était super compliqué de réutiliser le code des autres. Au mieux, on utilisait pire, avec tous les problèmes que ça pouvait poser. Et puis, sinon, on copiait-collait des classes qu'on trouvait un peu random sur Internet. Et du coup, les PSR 0 et 1 ont vraiment poussé à l'interopérabilité entre les projets. C'était, je pense, une grande avancée pour le PHP. Dans PSR 0, on dit comment les classes doivent être chargées grâce au namespace. Et puis, dans PSR 1, on dit que la déclaration des symboles, donc les classes, méthodes, doivent être séparées de la génération d'output. Vous ne pouvez pas avoir un fichier qui fait les deux. Ce qui fait que quand vous prenez le code des autres, vous êtes sûr d'une part que vous pouvez le charger, et de deux, que vous n'aurez pas dossier de bord. Et puis après, en 2012, il y a eu Composer, Packagist. Et du coup, là, on avait vraiment tout pour pouvoir diffuser son code, utiliser celui des autres simplement, et en tout cas beaucoup plus simplement qu'avant. Donc on va changer de thématique. On va parler failles de sécurité avec deux PSR qui ont été faites en 2014 et qui semblent un peu laissées à l'abandon, malheureusement. Il y a eu un appel aux volontaires en février, donc si jamais ce truc-là vous intéresse, vous pouvez vous manifester pour reprendre le travail. Et on va voir qu'il y a d'autres choses qu'on peut rendre interopérables ou standardisées que du code. Avec la PSR 9, Security Reporting Process, son but c'est d'établir un process qui explique comment on doit prendre en compte et corriger les failles de sécurité. Elle est assez simple, elle dit que chaque projet doit fournir un lien, par exemple security.example.org, où il explique clairement sa méthode pour reporter une faille de sécurité. Et chaque projet doit également avoir une adresse mail spécifique à ce sujet, du genre security@example.org. Là, vous avez l'exemple de Symfony, où ils expliquent comment est-ce qu'on doit leur apporter une faille de sécurité, comment est-ce que la core team corrige une faille, et comment est-ce que la core team travaille avec les projets downstream, que sont EasyPublish et Drupal, pour les aider à corriger la faille. Et puis, si possible, ils essaient de la divulguer tous les trois ensemble. Mais c'est pas toujours possible. Et justement, pour divulguer la faille, il y a la PSR 10, Security Disclosures Publication. Là aussi, c'est assez simple. En fait, l'idée, c'est que chaque projet fournisse une URL assez explicite, du genre disclosures.example.org, avec la liste des failles de sécurité qu'il a connues, au format Atom XML. Donc Atom, c'est de la syndication de contenu, un peu comme RSS.
Et pour chaque faille, on doit retrouver un titre, un numéro de CVE, un résumé, la personne qui a trouvé la faille, la personne qui a corrigé, et puis tout un tas d'autres informations. Dans le standard, ils ont fait le choix d'un format très structuré pour qu'on puisse automatiser autant de choses que possible et pour qu'un service tiers puisse venir agréger toutes les différentes listes de failles de sécurité qui existent sur tous les projets. Pourquoi est-ce que connaître ces standards, c'est utile pour nous? Parce qu'à première vue, ça a l'air un peu pénible, en fait, tous ces trucs-là. Faut lire un document qui parfois est long, qui souvent est un peu barbant, faut bien le dire, et puis il faut implémenter des choses qu'on n'aurait pas forcément voulu implémenter ou pensé implémenter. Et il faut aussi accepter de ne pas faire à sa sauce. Il faut accepter de respecter ce qu'on lit. En fait, il faut bien comprendre que derrière chaque standard qui est écrit, il y a peut-être 5, 10 ou 20 personnes qui ont déjà essayé de résoudre le même problème que celui qu'on est en train d'essayer de résoudre. Et bien souvent, voire tout le temps, dans le cadre des PSR, ils ont documenté et expliqué leur démarche. Du coup, juste en lisant la RFC ou le métadocument, on peut apprendre plein de trucs et éviter de faire plein d'erreurs. Même si au final, encore une fois, on choisit de ne pas suivre le standard parce qu'on peut avoir des bonnes raisons. Et que ça concerne un process, comme on vient de le voir là, avec les failles de sécurité, ou une convention comme avec l'autoloading, ou vraiment du code, en fait, je pense qu'on a vraiment toujours quelque chose à apprendre de ces standards-là. Donc là, on va parler d'un autre groupe de PSR, qui je pense va parler à beaucoup plus de gens. Ça concerne tous les outils qu'on utilise au quotidien et qui sont présents dans tous nos frameworks. On va commencer par les logs, avec la PSR 3, l'interface de log. Elle a été acceptée en décembre 2012, et celle-là, elle est plutôt particulièrement intéressante parce que c'est la première PSR qui contient du code, du vrai code PHP, qui n'est pas juste un document à lire. Et c'est un package qui s'appelle PSR/log. Donc les librairies qui implémentent ce standard, elles doivent dépendre de ce paquet. Et puis il contient quelques classes utilitaires pour faciliter l'implémentation, du genre une abstraite, un trait, un logger nul, et puis voilà. Et dans notre code, on peut aussi utiliser ce package plutôt qu'une réelle implémentation grâce à l'interface logger interface. Donc elle est relativement simple. Il y a une méthode par niveau de log qui existe. Il y en a 8, de debug à emergency. Ces niveaux de log, ils viennent pas du hasard. Ça suit une autre RFC de l'IETF qui décrit le protocole syslog. À l'époque où PSR3 est sorti, donc fin 2012, on va dire début 2013, je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui utilisait Monolog en fait. En tout cas, tous ceux qui faisaient du Symfony l'utilisaient par défaut. À mon avis, il y avait peut-être à peu près que dans Zend où il n'y avait pas Monolog. Et c'était presque devenu un standard de facto. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi essayer de rédiger un standard alors qu'il n'y a déjà presque qu'une seule lib qui est utilisée. Pour ça, on va prendre un exemple. Donc vous avez un projet, vous envoyez vos logs de façon classique dans un fichier, et puis tout se passe très bien. Et un matin, votre client ou votre chef de projet il vient vous voir en disant non, à partir de maintenant, il faut qu'on envoie nos logs dans le service Taratata. Bon, vous ne savez pas ce que c'est que ce service Taratata, mais peu importe. Vous regardez sur Monolog et en fait, vous apercevez que Monolog ne supporte pas le service Taratata. Par contre, vous utilisez le standard PSR log, et ça c'est plutôt cool. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir les autres librairies de log qui existent, parce qu'il n'y a pas que Monolog, il y a par exemple Klogger et Analog. Et là, vous apercevez par chance qu'une des deux librairies supporte le nouveau service que vous voulez utiliser. Donc c'est super simple, vous avez juste à remplacer votre librairie vendor et votre code va marcher en faisant rien du tout. Si vous n'utilisiez pas de standard, il aurait fallu que vous plongiez dans les arcanes de Monolog, que vous écriviez un nouveau handler, et puis suivant la documentation de l'API de Taradata, peut-être que ça aurait pris je sais pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, j'en sais rien. Bref. Les standards nous permettent vraiment d'adapter notre code à des besoins qui peuvent évoluer. Un autre outil qu'on connaît très bien avec nos frameworks, c'est les conteneurs. Et là, on va parler de la PSR 11.
Donc elle a été acceptée le 14 février dernier, donc merci au FIG, c'est un très beau cadeau de Saint-Valentin. Sur le site, elle est encore état de draft, mais elle est bien acceptée, c'est juste que le site n'est pas vraiment à jour. Elle a été faite par un groupe de travail qui s'appelle le Conteneur Interop. Donc ce sont en gros les gens du FIG qui étaient intéressés par ce sujet et puis qui étaient compétents dans ce domaine. Et un conteneur en général, ça fait deux choses dans le framework. Ça permet de configurer des entrées et puis de les récupérer. La manière dont les entrées sont configurées dans un conteneur, c'est vraiment ce qui va rendre le conteneur spécifique et unique. C'est-à-dire qu'il y en a qui choisissent d'implémenter des tags, des alias, des auto-warning, du easy loading ou des annotations, mais ils ne font pas tous la même chose. Par contre, la manière dont on récupère une entrée, ça, ils le font à peu près tous de la même manière. Du coup, l'interface de cette PSR là, s'intéresse seulement à ça, à récupérer les entrées dans un conteneur. Elle a que deux méthodes qui sont très simples, get et as. Get, ça récupère une entrée. Si jamais l'entrée n'existe pas, ça vous jette une exception. As, ça vous renvoie un booléen pour vous dire si l'entrée existe ou non. Donc ça, c'est super simple. Ce qui est le plus intéressant dans cette PSR là, c'est qu'en fait, il y a une fonctionnalité additionnelle qui s'appelle le Delegate Lookup, donc la recherche déléguée, qu'on peut implémenter, mais qu'on n'est pas obligé d'implémenter. Mais pour autant, dans la PSR, c'est marqué, il est recommandé de l'implémenter, mais vous n'êtes pas obligé. Le but, c'est d'autoriser plusieurs conteneurs à partager les mêmes entrées. Donc imaginez ici, vous avez un composite conteneur qui contient deux autres conteneurs, 1 et 2. Et ben, avec ce truc-là, ça veut dire que le conteneur 1 peut faire référence à des entrées du conteneur 2 et vice-versa. En PHP, il y a beaucoup de librairies de conteneurs. Donc j'ai cherché vite fait et j'ai retrouvé Pimple, Laravel, Symfony, Zen Framework, PHPDI, Moof, JMS, PHPLeague, Aura, Silex. J'en ai découvert un autre durant une confière, je me souviens plus de son nom, Aurine, un truc comme ça. Du coup, on peut se poser la question inverse de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on cherche à mettre en place un standard, à les rendre interopérables, alors qu'il y a forcément une lib qui correspond à ce que je fais déjà et à ce dont j'ai besoin? En fait, ça permet vraiment de développer de nouvelles possibilités et de nous donner de développer de nouveaux usages. On va prendre l'exemple d'Akeneo. De la dernière version de Nodesoft, on a sorti une API qui permet d'importer et d'exporter des données produits. Et prochainement, afin de faciliter l'adoption de l'API, on va sortir une librairie, un petit client PHP en fait, pour aider. Parce que la librairie toute seule, en tant que telle, vous devrez refaire plein de trucs. Et c'est super pénible à utiliser. Donc on va faire un petit client PHP. Si on veut vraiment favoriser l'adoption de l'API, idéalement, il faudrait que notre client puisse être facilement utilisable dans une appli Symfony, dans une appli Zen, dans une appli Magento, vu que nous on bosse sur des produits. Donc ça veut dire qu'en plus du client d'API, il faudrait qu'on maintienne un bundle Symfony, un plugin Magento, un module Zen, et puis tout un tas d'autres trucs. Mais là, grâce au Delegate Lookup, en fait, on pourrait juste, dans notre client PHP, avoir un petit conteneur qui enregistre tous nos services. Et puis, il suffit que dans l'application cible, on dise bah écoute, maintenant, tu vas aussi utiliser ce petit conteneur, comme ça, dans mon application cible, mon Magento ou mon Symfony, je pourrais directement référencer ces services-là. Bien sûr, pour que ça marche, il faut que les Symfony, les Zend, les Magento, ce genre d'applications implémentent le Delegate Lookup. C'est pas encore le cas, il y en a quelques-uns qui le font, mais je pense vraiment qu'ils vont y venir. En tout cas, je suis convaincu que les frameworks vont très vite y venir et ils vont se rendre compliant avec cette PSR. Là, on va passer à la PSR 6 sur le cache. C'est une PSR un peu bizarre celle-là, parce qu'elle a suscité énormément de discussions et de drama autour du FIG. Et elle a pris 4 ans pour être acceptée. Donc c'est énorme. À l'écran, on voit un exemple un peu bête où on veut mettre une valeur barre dans une clé foo. En cache dans une clé foo, pardon. Pour ça, la PSR a défini deux interfaces. Cache item interface, qui correspond à un item qu'on a mis en cache. Un item, c'est n'importe quoi qui a une clé, une valeur. Et cache item pool interface, qui est un repository d'item. C'est assez simple à utiliser. On fait node pool /get item, ça envoie toujours un cache item interface, quoi qu'il arrive.
Si on veut savoir si l'item était en cache ou non, on utilise la méthode isIt. Quand isIt renvoie false, ça veut dire que l'item n'était pas en cache, ou alors qu'il est expiré. Si ça renvoie true, ça veut dire qu'il était mis en cache et qu'il n'est pas expiré. Donc on peut donner une date d'expiration de l'item, et puis on peut soit sauvegarder l'item directement dans le cache, comme dans l'exemple, ou soit le sauvegarder plus tard à l'aide d'autres méthodes. Et puis on récupère la valeur de l'item quand on en a besoin avec la méthode get. Il y a d'autres features qui sont décrites dans la PSR. On peut faire du bulk cache, du bulk remove et tout ce genre de trucs. Il y a déjà plusieurs implémentations qui existent. PHP Cache, Stash, Symfony sont compatibles avec ça. Il y a une autre PSR de cache, la PSR 16, sur le cache simple. Je ne sais pas pourquoi elle existe exactement, mais je pense que c'est parce que la première a suscité énormément de discussions et de drama, où ils se sont dit, ok, on va proposer une alternative qui est plus simple. Donc celle-là, elle a une seule interface, cache interface, et puis on a juste à faire cache /get ma-clé, cache /set ma-clé avec une valeur. La grosse différence entre cette PSR et la précédente, c'est que là, vu qu'on n'a pas d'objet spécifique à l'item qui est en cache, on ne pourra pas ajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on ne pourrait pas dire je veux cacher tous ces items-là et mettre un tag associé. Et derrière, pouvoir dire je veux récupérer tous les items qui ont le tag machin ou je veux supprimer du cache tous les items qui ont le tag machin. Mais bon, c'est pas grave. On peut aussi faire du bulk cache, du bulk remove comme dans celle d'avant. Et puis, il y a aussi déjà plusieurs implémentations qui existent. Il y a PHP Cache et Symfony qui font ça très bien. Et les deux, ce qui est intéressant, c'est qu'elles proposent des adapteurs pour passer d'un cache PSR16 à un cache PSR6, et vice-versa. Et puis le dernier outil qu'on utilise dans le framework et qui a une PSR dédiée, c'est tout ce qui est gestion d'événements. Donc dans Laravel, ça s'appelle l'Event Service Provider, dans Zend, ça s'appelle le Zend Manager, et puis dans Symfony, c'est l'Event Dispatcher, mais c'est tous à chaque fois la même chose. L'idée, c'est de pouvoir enregistrer des listeners. Donc là, c'est des callbacks que vous voyez à un événement donné grâce à la méthode attach. Et puis, on peut aussi directement lancer un événement par la méthode trigger. La PSR, elle est à l'état de brouillon et elle semble super loin d'être finie et acceptée, étant donné qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu dedans. Quand on bosse sur un projet durant 1 mois, 3 mois, 6 mois et qu'on le livre au client, on a sûrement tout intérêt à bien connaître son framework, à l'utiliser au maximum pour pouvoir développer le plus vite possible. Et on sait clairement que sur la durée de vie du projet, on n'aura jamais à changer de framework ou à changer de librairie de conteneur ou de librairie d'Event Manager. C'est clair. Du coup, pourquoi est-ce qu'on s'embête à utiliser des standards sur des problèmes qui sont déjà résolus sur nos frameworks ? En fait, il n'y a pas que le cas où le projet dure plus longtemps. Quand on est responsable d'un projet open source, ou qu'on est éditeur, ou qu'on est pure player, que le projet s'inscrit dans la durée, là on a clairement tout intérêt à faire en sorte que le code ne soit pas couplé au framework ou à une librairie tierce. Le couplage, c'est un frein au changement et à l'innovation. Et le changement de librairie tierce dans les projets qu'on garde longtemps, ça arrive vraiment fréquemment. Et du coup, utiliser un standard, ça permet vraiment de découpler notre code métier d'une librairie tierce. On va parler d'un dernier thème de PSR, celle qui concerne le web. Bon, là vous voyez ce qui nous fait vivre et manger, je pense, 90% des gens de la salle. Une requête, une réponse. Et bien en PHP, pour ça, il n'y a pas d'objet natif, bizarrement. C'est dommage, c'est triste, et c'est quand même presque un comble pour un langage qui a été inventé pour aller sur le web. Donc le but de la PSR 7, c'est de fournir une représentation objet de ce qu'est une réponse et de ce qu'est une requête. Pourquoi ça c'est important ? Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a plein de vieux projets en général qui utilisent directement les super globales, les $get, $post, $cookie. À l'inverse, il y a plein de projets qui créent leur propre implémentation de ce qu'est une requête et de ce qu'est une réponse. Pêle-mêle, on peut retrouver Zen, Symfony, Guzzle, pardon. Et puis, il y a aussi plein de projets qui doivent créer des adapteurs pour toutes les différentes implémentations qui existent
Par exemple, Geocoder, pour que la librairie soit facilement utilisée et utilisable par un max de projets, en fait, Geocoder fait des adapteurs pour tout ce qui est requêtes et réponses Zend, Symfony, Guzzle et Buzz. Du coup, dans la PSR7, on retrouve tout un tas d'objets qui ont été définis. Donc, ce sont des interfaces. Je ne les ai pas mis, mais en vrai, dans la PSR, on définit des interfaces. Le premier, le plus important, c'est un message qui contient un protocole, un header et un contenu. Le contenu, c'est un stream, pour qu'on puisse mettre n'importe quoi dedans, comme un gros fichier, par exemple. Un message, c'est soit une requête, soit une réponse. Dans ce cas-là, la requête, c'est une requête client, c'est-à-dire vous êtes client, c'est vous qui envoyez la requête, vous attendez une réponse. Une requête, elle a un objet URI. Et puis on a aussi une server request, c'est dans le cas où vous êtes serveur, vous attendez une requête et puis vous renvoyez une réponse. Et là, elle a accès, en plus d'être une requête normale, elle a également accès aux fichiers qui ont été potentiellement uploadés, aux cookies et puis aux paramètres du serveur. Donc toutes ces interfaces-là, vous pouvez les retrouver dans le package qui s'appelle PSR/HTTP message. Et ça s'appuie sur plein de RFC de l'UETF qui sont plus ou moins, plutôt plus, compliqués. Il y a plusieurs implémentations qui existent de ça. On peut retrouver Zend, Diactorios, Guzzle et Slim. On a également la PSR 17 sur les factories HTTP. Son but à elle, il est super simple, c'est juste de décrire une factory pour chacun des objets que je viens de vous présenter dans le slide d'avant. Et pourquoi est-ce qu'elle est en bleu? Parce qu'elle est en période de review jusqu'au 23 mai. Donc si elle passe la review, il y a un vote qui va se faire et puis peut-être qu'elle deviendra acceptée. Et on a aussi la PSR 13 sur les liens hypermédias. Là c'est pareil, il n'y a rien en PHP qui existe directement pour gérer ça. Donc son but, c'est de fournir une représentation objet d'un lien, peu importe son contexte d'utilisation, que ce soit dans une page HTML ou dans une API, qu'elle soit HL, JSON ou ce qu'on veut. Et elle aussi, elle s'appuie sur pas mal de RFC compliqués de l'IETF. Parce qu'en vrai, un lien hypermédia, c'est hyper compliqué, quoi. Il y a plein de trucs pour le définir. Donc en plus de l'interopérabilité évidente que ces quelques PSR là sur le web fournissent, qu'est-ce que des standards sur des sujets bas niveau, aussi bas niveau que ça, pourraient nous apporter dans le futur? En admettant que la PSR 7 soit massivement adoptée par les frameworks et par la communauté, et puis en admettant que tout le monde trouve ça super utile et qu'on se demande comment on faisait avant. Ça arrive en général assez souvent. 5 ans plus tard, on se dit comment on faisait avant. Il n'y a qu'à regarder PSR 04, l'autoloader, tout ça, Composer, comment est-ce qu'on faisait avant. Et si on se met à rêver un peu, voire à rêver beaucoup, peut-être qu'on peut imaginer un jour, dans quelques années, avoir une implémentation native ou out of the box, on va dire, d'une réponse et d'une requête en PHP. Donc je ne sais pas à quel point ce serait compliqué de faire ça. Ce qui est sûr, c'est que ce serait vraiment génial, enfin à mon sens. Et puis, les devs PHP, du coup, donc du moteur PHP, pourraient s'appuyer sur tous les travaux de recherche qui ont déjà été faits autour de ces standards-là pour plus facilement implémenter ça directement, nativement en PHP. Et la dernière PSR dont je vais vous parler, c'est la PSR 15 sur les middleware HTTP. Elle est en bleu, elle aussi, elle est en cours de vote jusqu'au 23 mai, donc j'espère qu'elle sera acceptée. Si elle est acceptée, elle devient un standard. Et un middleware au sens PHP du terme, parce que dans la littérature informatique, c'est pas forcément partout ce sens-là qui est adopté. Donc un middleware, c'est juste une classe qui prend une requête en entrée, la modifie si jamais elle a besoin de le faire, appelle le prochain middleware en lui fournissant la requête, il attend la réponse du prochain middleware, et puis si jamais il a besoin, il modifie la réponse et il renvoie la réponse. Le gros intérêt de ce truc-là, c'est qu'on peut chaîner les middleware. Donc là, vous avez un exemple un peu simple, mais juste pour expliquer le principe. Vous avez un premier middleware d'authentification, un second middleware de cache, et puis vous retrouvez en bleu
votre application métier. Donc la requête arrive au premier middleware d'authentification. Est-ce que le user est bien authentifié? Non. Alors j'envoie une réponse directement 403 et je passe pas par les autres couches. Si oui, alors j'envoie ma requête au prochain middleware qui est le middleware de cache. Celui-là il dit ok, est-ce que j'ai une réponse qui correspond dans mon cache? Oui, je renvoie directement. Non, j'envoie au prochain middleware, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la couche applicative qui fait ce qu'elle a à faire, qui renvoie sa réponse. Et là, ça revient dans l'autre sens. La réponse arrive au middleware de cache. Lui, du coup, avec cette réponse-là, qu'est-ce qu'il fait? Il la met dans son cache. Il renvoie cette réponse au middleware d'authentification qui, lui, n'a rien à faire. Il renvoie la réponse. Donc, sur le principe, c'est super simple, en fait. Et pour faire ça, la PSR 15, elle propose deux interfaces, une delegate et une middleware. Delegate, il faut voir ça un petit peu comme le service qui orchestre tous les différents middleware entre eux pour savoir lequel doit être appelé. Il prend une requête en entrée, il renvoie une réponse. Et puis le middleware, lui, tout simplement, il prend une requête, le delegate, et puis il renvoie une réponse. Donc là, l'exemple de code, c'est un truc que j'ai fait moi juste pour expliquer le principe. C'est sûrement pas comme ça qu'il faudrait faire en vrai, mais c'est histoire de comprendre. Le but du middleware, en tout cas la philosophie, c'est pas de mettre tout son code métier là-dedans, hein, c'est vraiment juste de mettre ce qui pourrait servir à loguer, à faire du cache, à faire de l'authent, du routing, bref, tout ce qui relève de la plomberie et puis tout ce qui est grosso modo fait par les frameworks à l'heure actuelle. Donc là on a vu toutes les PSR, et si j'ai choisi de mettre en dernier la PSR 15, c'est parce qu'à mon sens, elle illustre très bien à quoi servent ces standards-là. En fait, ils permettent de casser les frontières qu'il y a entre les différentes applications et les frameworks. Et ils promeuvent très bien l'interopérabilité. Avec ces standards, on peut imaginer que demain, Drupal utilise à la fois un composant de Zend, un composant de Symfony, un composant de Magento. On peut même imaginer, pourquoi pas, que Zend utilise le cache de Symfony, que Symfony utilise l'authent de Zend. Bon, je dis des trucs totalement random. Puisque avec ces standards-là, ils parleraient le même langage, ils auraient les mêmes requests, les mêmes réponses, et puis tout un tas d'autres trucs partagés. En tout cas, le plus important, c'est que grâce à ces standards, on peut espérer que nos applications s'intègrent beaucoup plus facilement avec toutes les autres applications de l'écosystème PHP. Donc là, s'il y en a qui ont été super attentifs, je ne sais pas s'il y en a. Ah, on n'entend pas. C'est pas grave. Il en manque une, bien sûr. J'en ai donné que 17. Il manque la PSR 8. Je vous laisse savoir ce que c'est. C'est un poisson d'avril. Vous irez voir, je vous laisse la surprise. Et je vais finir là-dessus. Il y a que les membres du FIG qui peuvent voter pour les PSR. Par contre, tout le monde peut participer. Vous pouvez vous inscrire à la mailing list pour discuter, pour poser des questions, pour donner votre avis, pour faire des reviews. Et puis, vous pouvez aussi proposer, initier des sujets qui peut-être un jour deviendront un standard. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est là-dessus, php-fig.org. Vous avez un truc à droite, Get Involved, avec la mailing list. J'ai pas pu tout détailler dans cette presse, j'ai été vite sur plein de PSR, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas après. Merci. Bon, merci Julien. Je vois que tu as été à peu près dans les temps. Du coup, on aura peut-être le temps pour une ou deux questions. Si quelqu'un a envie de creuser un point en particulier. Donc, merci pour la présentation. J'ai une question très pratique. C'est combien de temps ça t'a pris de te renseigner sur toutes ces PSR, parce qu'elles ont l'air quand même complexes à lire. Tu as un métier de développeur derrière. On te demande de coder et tu dois quand même te renseigner sur des trucs qui sont très lourds à lire. Et moi, honnêtement, je m'imagine pas faire tout ça. Alors en fait, si tu veux comprendre les applications de toutes les PSR, je pense qu'effectivement c'est compliqué. Par contre, juste en lire quelques-unes
Et comprendre ce que ça fait, ça c'est assez simple. Ce qui est cool aussi, c'est que finalement, que tu les lises ou pas, tu vas les utiliser parce que les frameworks vont les embarquer. Peut-être que eux, ils vont rajouter des trucs autour des PSR, des fonctionnalités en plus, mais au final, eux, ils vont finir par utiliser les PSR. Symfony, il en implémente déjà pas mal. Je pense peut-être 4-5. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même si on le voit pas, silencieusement et presque invisiblement, bah, tout ce travail-là, il va être fait au final. Je sais pas si ça répond à ta question. Bon, je vous remercie de votre attention. Julien, je te remercie pour ta conf, c'était super.